En 1974, dans un bassin industriel de l'Est de la France, la gamelle en métal d'un ouvrier de la sidérurgie ne contenait bien souvent qu'un seul et unique élément pour sa pause de midi. 2 tranches de pain de mie blanc bon marché, entourant une épaisse couche de mayonnaise. Rien d'autre. Pas de viande, pas de fromage, pas de salade. Cet ouvrier a mangé exactement le même sandwich chaque jour de la semaine pendant près de 9 ans. Ce n'était pas par excentricité ou par amour inconditionnel pour ce condiment, mais tout simplement parce que c'était la seule chose que le budget de son foyer pouvait s'offrir pour tenir le coup. À cette même époque, un autre type de sandwich nourrissait ce qu'on a appelé la génération des « enfants de la clé ». Ces gamins qui rentraient seuls à la maison après l'école, parce que leur mère avait dû retourner travailler pour faire face à la crise économique. Certaines de ces recettes étaient si courantes dans les kermesses de paroisse, les fêtes de village ou les réunions de familles populaires que personne ne prenait la peine d'en noter la formule dans un carnet. Pourtant, le grand classique de l'époque, celui qui a défini les cuisines populaires françaises tout au long de cette décennie marquée par la stagflation et les chocs pétroliers, a aujourd'hui presque totalement disparu de nos tables et de nos mémoires collectives. Ces repas improvisés n'étaient pas dictés par la nostalgie ou la recherche d'une tendance vintage. C'était de l'arithmétique pure et dure. C'était ce que les familles de travailleurs mangeaient lorsque le prix de l'essence doublait, que la viande rouge devenait un luxe inaccessible et que le salaire mensuel cessait de couvrir les besoins dès la 3e semaine du mois. Aujourd'hui, alors que l'inflation sur les produits alimentaires se rappelle douloureusement à nous et que le ticket de caisse des supermarchés s'envole à nouveau, redécouvrir ces plats oubliés n'est pas seulement un voyage historique fascinant. C'est une leçon magistrale de résilience domestique et de créativité face au manque. À la fin de cet épisode, vous aurez non seulement compris comment toute une génération a réussi à traverser une crise économique majeure grâce au système D, mais vous découvrirez également des techniques concrètes pour transformer des ingrédients basiques et peu coûteux en repas extrêmement rassasiants, vous permettant ainsi de protéger votre propre budget, sans jamais sacrifier le plaisir de la satiété. Pour bien saisir l'origine et l'évolution de ces sandwichs de la débrouille, il faut se replonger dans le contexte économique et social de la France des années 70. Le pays sortait tout juste de l'euphorie des 30 Glorieuses, une période où l'abondance et la consommation de masse semblaient acquises pour toujours. Mais le choc pétrolier de 1973 a brutalement brisé cet élan, installant une inflation galopante et une baisse du pouvoir d'achat qui ont frappé de plein fouet les classes populaires et moyennes. Les mères de famille, qui géraient d'une main de fer le budget domestique, ont dû adapter leur menu quotidien en classant les aliments non plus selon leur prestige, mais selon leur rentabilité calorique brute. C'est ainsi qu'est née une véritable typologie du sandwich de crise que l'on peut diviser en 3 grandes catégories historiques. La première est celle des sandwichs de condiments purs. Ici, le pain blanc sert uniquement de support physique pour une matière grasse ou un exhausteur de goût ultra économique comme la mayonnaise, le ketchup ou le sucre en poudre. La deuxième catégorie regroupe les sandwichs illusionnistes, nés de l'utilisation de charcuterie industrielle de second choix ou d'abats texturés, comme la mortadelle premier prix, le saucisson de Paris ou la mousse de foie en boîte. Ces ingrédients permettaient de conserver l'illusion d'un repas carné traditionnel pour un coût dérisoire. Enfin, la troisième catégorie est celle des sandwichs de récupération et de prolongation, basés sur une gestion stricte du gaspillage zéro, où les restes du pain de viande du dimanche ou du pot-au-feu familial étaient retravaillés avec des liants pour nourrir la tablée jusqu'au milieu de la semaine suivante. La différence fondamentale entre ces préparations et les pratiques modernes réside dans l'absence totale de marketing ou de recherche esthétique. Ces recettes appartenaient à une culture de l'immédiateté et de la nécessité, conçue pour caler l'estomac d'un travailleur avant sa reprise d'équipe ou pour donner de l'énergie à un enfant avant ses devoirs, le tout pour quelques centimes de francs de l'époque. Entrons maintenant dans le détail de ces préparations, pour comprendre comment des ingrédients si simples parvenaient à créer des textures et des saveurs mémorables. Commençons par le sandwich à la mayonnaise, dont le secret résidait paradoxalement dans le temps d'attente. Préparé à la première heure le matin
La mayonnaise avait le temps d'imprégner totalement la mie du pain de mie blanc. À l'heure du déjeuner, le centre du sandwich avait changé de structure, devenant presque crémeux, offrant une texture fondante comparable à celle d'un flan salé, ce qui le rendait étonnamment lourd et rassasiant. Dans un registre sucré, le pain beurre-sucre, qui a servi de dîner ou de goûter à des milliers d'enfants, reposait sur un contraste thermique et mécanique parfait. La margarine ou le beurre bas de gamme isolait le pain et maintenait les grains de sucre en surface. À la dégustation, on ressentait d'abord le craquement net des cristaux de sucre sous les dents, immédiatement suivi par la douceur grasse et fondante du beurre qui tapissait le palais. Pour les repas plus consistants, la mortadelle grillée à la poêle changeait totalement de dimension par rapport à sa version crue. Coupée en tranches épaisses et incisée sur les bords pour l'empêcher de gondoler, elle était saisie dans une poêle, en fonte chaude jusqu'à ce que ses graisses fondent et que sa surface caramélise. Glissée chaude entre deux tranches de pain avec une pointe de moutarde forte, elle transférait son jus de cuisson au pain, créant un repas chaud et réconfortant dont l'odeur caractérisait le retour des ouvriers à la maison. Un autre exemple frappant est la fausse salade de poulet, très populaire dans les repas de quartier. Faute de pouvoir s'offrir de la volaille, les cuisinières hachaient finement les restes d'un rôti de porc très économique ou d'un talon de jambon blanc, qu'elles mélangeaient à de la mayonnaise, du céleri croquant et des cornichons doux émincés. L'illusion visuelle et textuelle était si parfaite que la plupart des convives ne se rendaient pas compte de la substitution, prouvant que la texture pouvait pallier le manque de noblesse des produits. Si vous souhaitez reproduire cette approche économique chez vous aujourd'hui pour optimiser vos dépenses, il est essentiel de comprendre et d'appliquer les règles techniques de cette cuisine de ressources. La première erreur à éviter absolument est de vouloir trop bien faire en utilisant des ingrédients haut de gamme ou artisanaux. Si vous tentez de réaliser un sandwich à la mayonnaise ou un pain beurre-sucre avec un pain de campagne au levain à croûte épaisse, le résultat sera un échec gustatif et structurel. La croûte dure rejettera le condiment et la mie trop dense n'absorbera pas la matière grasse. Il vous faut impérativement un pain de mie blanc très souple ou une baguette de la veille dont la mie poreuse agira comme une véritable éponge pour fusionner avec les ingrédients. Pour économiser intelligemment au quotidien, adoptez la technique de la prolongation des protéines, héritée directement de cette époque. Lorsque vous préparez un pain de viande ou des boulettes, incorporez dès le départ un volume important de chapelure maison ou de pain rassis mixé directement dans la farce avec un œuf. Cela permet de doubler le volume de nourriture pour un coût presque nul, tout en garantissant des tranches froides denses et faciles à couper pour les sandwichs du lendemain. Pensez également à réhabiliter les conserves de poissons négligées, comme les sardines à l'huile premier prix. Écrasez grossièrement à la fourchette avec un filet de vinaigre de cidre et un oignon blanc émincé pour apporter du croquant, elles constituent une garniture riche en nutriments et en saveurs pour moins d'1 € par personne. L'astuce cruciale pour réussir ces recettes est de respecter la règle du binôme. Un élément riche et gras, beurre, mayonnaise, fromage fondu, doit toujours être associé à un élément de contraste acide ou piquant, moutarde, cornichon, vinaigre, afin de réveiller les saveurs des ingrédients les plus modestes sans saturer le palais. En résumé, ces sandwichs oubliés de la décennie de la stagflation nous démontrent de manière éclatante que la véritable cuisine populaire n'a jamais été une question de tendance esthétique ou d'ingrédients exotiques, mais une démonstration de pure intelligence domestique face à la nécessité matérielle. Pour intégrer efficacement cette philosophie de la débrouille dans votre quotidien, voici votre checklist de survie budgétaire. Utilisez toujours un corps gras comme liant pour donner de la texture et de la tenue au pain basique. Exploitez systématiquement l'acidité des cornichons ou de la moutarde pour rehausser les viandes de second. 2 choix. Ne jetez jamais les restes de viande ou de légumes, mais hachez-les pour les transformer en tartinades texturées. Privilégiez les produits bruts de longue conservation au détriment des plats industriels hautement marketés. En appliquant ces quelques principes logiques, nos parents et nos grands-parents ont réussi à nourrir dignement leur famille durant les périodes les plus sombres de la crise économique, sans jamais sauter un repas. C'est le triomphe du système D et de la créativité humaine sur les fins de mois difficiles. Maintenant, c'est à vous de jouer
et de participer à l'histoire de la chaîne. J'ai une question très précise pour vous dans l'espace commentaire. Quel était le sandwich d'urgence ou le goûter de la débrouille que l'on vous préparait à la maison lorsque le réfrigérateur était désespérément vide juste avant le jour de paye? Étiez-vous plutôt de l'équipe traditionnelle du pain beurre sucre après l'école? Ou avez-vous des souvenirs de la mortadelle grillée à la poêle par votre grand-mère les soirs de disette? Racontez-moi vos souvenirs. Partagez vos propres astuces familiales pour économiser en cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages immersifs au cœur de l'histoire culinaire populaire. Pour bien comprendre comment ces recettes de la débrouille ont envahi les cuisines françaises, il faut analyser le bouleversement domestique des années 70. La France sortait tout juste de l'euphorie des 30 Glorieuses, une période de croissance exceptionnelle où l'accès quotidien à la viande rouge et aux produits de consommation courante semblait définitivement acquis pour la classe ouvrière. Mais le premier choc pétrolier de 1973 et l'inflation galopante qui a suivi ont brutalement brisé cet élan. En quelques mois, le budget consacré à l'alimentation est devenu la principale variable d'ajustement des foyers populaires. Les mères de famille, véritables gestionnaires de l'économie domestique, ont dû faire face à un défi inédit. Maintenir la sensation de satiété de la tablée alors que le prix de la baguette de pain grimpait et que le beefsteak devenait un luxe inaccessible. C'est dans cette urgence silencieuse qu'est née une véritable science du sandwich de crise. Une gastronomie de la nécessité absolue obéissant à une logique implacable de rendement calorique au centime près. Cette alimentation de transition s'est structurée autour de 3 grandes catégories bien distinctes. La première est celle des sandwichs de placard ou de condiments purs. Ici, le pain de mie blanc servait uniquement de support physique à une matière grasse industrielle bon marché. On y retrouve le fameux sandwich à la mayonnaise de supermarché, le pain margarine sucre ou encore le sandwich au ketchup. La margarine, souvent de la marque Astra, remplaçait le beurre devenu trop cher pour les familles modestes. Associée au sucre blanc en poudre, elle fournissait l'apport énergétique immédiat dont les enfants avaient besoin pour tenir jusqu'au soir. La force de cette catégorie résidait dans sa disponibilité constante, tant qu'il restait un fond de pot de condiments et quelques tranches de pain. Le repas de secours était assuré sans avoir à allumer la cuisinière. La deuxième catégorie regroupe ce qu'on peut appeler les illusions charcutières. En France, le traditionnel jambon beurre était le roi du casse-croûte. Mais face à l'envolée des prix du porc frais, les familles se sont tournées vers des alternatives ultra transformées de second choix. C'est l'âge d'or de la mortadelle premier prix achetée à la coupe, du saucisson d'ail ou de la mousse de foie premier prix en boîte de conserve à ouverture par languette. Ces produits, riches en graisse et fortement salés, offraient une texture très tendre et un goût prononcé qui masquait habilement la pauvreté de la matière première. Glissée entre 2 tranches de pain avec une pointe de moutarde forte pour relever l'ensemble, cette charcuterie de crise préservait l'illusion d'un vrai repas carné pour les ouvriers ou les écoliers. Enfin, la troisième catégorie repose sur l'art rigoureux du recyclage et de la prolongation des restes du week-end. Le reste du rôti de porc du dimanche, ou les morceaux de viande moins nobles du pot-au-feu familial, étaient passés à la moulinette mécanique pour être transformés en une pâte fine. En mélangeant cette viande hachée à de la mayonnaise, des œufs durs écrasés ou des éclats de cornichons acides, on obtenait ce que les carnets de cuisine appelaient la mousse de viande de semaine. Cette technique permettait de multiplier par 3 le volume initial des protéines et de nourrir une fratrie entière pendant plusieurs jours avec ce qui n'était à l'origine qu'une simple portion individuelle restante. La différence fondamentale entre ces sandwichs des années 70 et nos habitudes modernes réside dans la fonction purement mécanique de ces préparations. Aujourd'hui, le sandwich évoque la fraîcheur, la pause diététique ou le plaisir gourmand nomade. À l'époque de la stagflation, il n'y avait aucune recherche esthétique ou d'équilibre nutritionnel. Le sandwich de crise devait être dense, lourd et surtout capable de résister pendant des heures dans une gamelle en fer blanc, sans tourner ni s'effondrer. C'était une réponse arithmétique et pragmatique à une équation budgétaire stricte, qui ne laissait absolument aucune place à la fantaisie. Pour comprendre la magie de ces sandwichs de l'austérité,
il faut se pencher sur la physique même de leurs ingrédients. Prenons l'exemple le plus radical, le sandwich à la mayonnaise. Préparé à la hâte le matin dans une cuisine froide, cet encas subissait une véritable métamorphose au cours des heures passées dans la gamelle en fer d'un ouvrier. La mie poreuse du pain de mie industriel absorbait lentement l'huile et le vinaigre de l'émulsion. À midi, le pain n'était plus simplement tartiné. Il était imprégné à cœur. Le centre changeait de nature pour devenir presque crémeux. Une sorte de texture fondante et lourde, rappelant un flan salé ou une quiche froide sans pâte. Ce n'était pas un repas rafraîchissant. C'était un bloc de calories douces, riches et d'une efficacité redoutable pour calmer les crampes d'estomac causées par le travail en usine, dans un registre opposé, mais tout aussi économique. Le goûter emblématique de cette époque, le fameux pain beurre-sucre, reposait sur un équilibre mécanique parfait entre le croquant et le fondant. La clé de la réussite résidait dans l'utilisation de la margarine ou d'un beurre très doux étalé en couches épaisses sur une tranche de pain blanc. Cette base grasse servait de colle pour retenir une cuillerée de sucre en poudre blanc. En pliant la tranche en deux, on emprisonnait les cristaux. À la première bouchée, le contraste était immédiat. Les dents traversaient la mollesse du pain, puis heurtaient la texture granuleuse du sucre, avant que l'ensemble ne fonde sous la chaleur de la bouche en libérant une douceur lactée. C'était une astuce héritée des privations des générations précédentes, réactivée sans complexe par des mères qui refusaient de s'excuser pour la pauvreté du placard. Le sommet du réconfort chaud restait cependant la mortadelle grillée à la poêle, une alternative géniale au traditionnel steak haché devenu hors de prix. La mortadelle premier prix, souvent fade et élastique lorsqu'elle était consommée froide, subissait une transformation radicale sous l'effet d'une poêle en fonte brûlante. Entaillée sur les bords pour éviter qu'elle ne se courbe, la tranche de charcuterie voyait ses graisses fondre instantanément. La surface caramélisait, prenant une couleur acajou profonde et développant une texture croustillante sur les bords, tandis que le centre restait moelleux. Glissé immédiatement entre deux tranches de pain avec un filet de moutarde de Dijon piquante, cette viande improvisée transférait son gras chaud et salé directement dans la mie. Le contraste entre le piquant de la moutarde, le croustillant de la viande saisie et le moelleux du pain créait une illusion de grillade, de comptoir d'une efficacité redoutable. Enfin, les sandwichs d'illusion, comme la fausse salade de poulet ou le sandwich aux sardines, démontraient une maîtrise parfaite du masquage des goûts et de l'optimisation des textures. Pour la fausse salade de poulet, l'astuce consistait à utiliser les restes d'un rôti de porc économique ou les bas morceaux d'un talon de jambon. Hachés si finement que les fibres perdaient leur identité, la viande était liée à une mayonnaise généreuse, relevée par le croquant du céleri et l'acidité des cornichons. Visuellement et en bouche, l'illusion était totale. Le porc adoptait la texture tendre de la volaille pochée, trompant les invités des kermesses. De son côté, le sandwich aux sardines écrasées avec des oignons crus utilisait l'intensité saline du poisson bleu pour saturer les papilles. L'huile de la conserve imprégnait la baguette de la veille, tandis que le piquant de l'oignon coupait la lourdeur du poisson. Ces préparations différaient des sandwichs classiques car elles cherchaient une densité gustative et physique maximale, capable de transformer les ingrédients les plus modestes en une expérience culinaire robuste. Pour appliquer efficacement cette philosophie de l'économie chez vous aujourd'hui, il faut comprendre les règles techniques immuables de cette cuisine de ressources. La première erreur classique consiste à vouloir trop bien faire en choisissant des ingrédients de qualité supérieure. Si vous préparez un sandwich à la mayonnaise ou un pain beurre-sucre avec une miche de pain de campagne au levain naturel, vous allez au-devant d'un échec. La croûte épaisse va rejeter la garniture et la mie trop serrée n'absorbera pas les matières grasses. Pour que l'alchimie opère, il vous faut un pain de mie blanc très souple premier prix ou une baguette classique de la veille. La mie poreuse du pain industriel agit comme une véritable éponge structurelle. C'est elle qui permet au condiment de fusionner avec le support pour créer cette texture fondante, transformant deux éléments ordinaires en un bloc homogène et rassasiant. La deuxième règle concerne l'art de l'association, basée sur le principe indispensable du binôme d'équilibre. Les ingrédients bon marché, qu'il s'agisse de matières grasses comme la margarine ou de charcuterie industrielle comme la mortadelle, ont tendance à saturer rapidement les papilles par leur lourdeur. Pour rompre cette monotonie,
Il faut impérativement associer un élément riche et gras à un marqueur d'acidité ou de piquant. Ne préparez jamais une mousse de foie ou un talon de jambon haché sans y ajouter une fine brunoise de cornichon au vinaigre ou une pointe de moutarde Dijon forte. L'acidité va couper le gras, réveiller les saveurs endormies du produit premier prix et stimuler la salivation, ce qui rend le sandwich infiniment plus agréable et digeste, donnant instantanément l'illusion d'une préparation élaborée. En matière d'économie pure, la technique de la prolongation des protéines est essentielle. Lorsque vous cuisinez un reste de rôti ou que vous préparez un pain de viande, n'utilisez pas uniquement de la viande pure. Intégrez jusqu'à un tiers de chapelure maison, fabriquée à partir de vos restes de pain rassis, liés avec un œuf et un filet de lait. Cette astuce permet de doubler le volume de nourriture pour un coût nul, tout en modifiant la texture de la viande froide le lendemain, la rendant plus tendre et facile à trancher pour les garnitures de la semaine. De même, réhabilitez les poissons bleus en boîte, comme les sardines à l'huile. Écrasées à la fourchette, avec un oignon émincé et un filet de vinaigre de cidre, elles offrent une garniture ultra nourrissante et riche en protéines pour une fraction du prix du jambon. Enfin, la cuisson et la conservation demandent de la méthode. Pour les sandwichs chauds à la mortadelle ou au saucisson d'ail, utilisez une poêle en fonte bien chaude, sans ajouter de matière grasse. Pratiquez toujours 2 petites incisions sur les bords des tranches pour éviter qu'elles ne se rétractent à la cuisson, ce qui empêcherait une coloration uniforme. Laissez caraméliser jusqu'à obtenir des bords croustillants avant l'assemblage. Pour la conservation de vos encas à emporter, évitez le film plastique qui retient l'humidité et rend le pain spongieux. Privilégiez le papier sulfurisé qui laisse respirer la mie. Si votre sandwich contient de la mayonnaise, préparez-le la veille au soir et laissez-le reposer au frais enveloppé fermement. La mie s'imprégnera parfaitement des saveurs sans se décomposer, garantissant un déjeuner économique prêt pour le lendemain. En conclusion, ces sandwichs oubliés de la décennie de la stagflation nous démontrent de manière éclatante que la véritable cuisine populaire n'a jamais été une question de tendance esthétique, de diététique à la mode ou d'ingrédients exotiques trouvés au bout du monde. C'était, au sens le plus noble du terme, une démonstration de pure intelligence domestique et de résilience face à la nécessité matérielle la plus brute. Au sommet de cette pyramide de la débrouille se trouve le fameux sandwich à la mayonnaise du jeudi soir, celui que beaucoup hésitent à admettre avoir mangé, mais qui a pourtant sauvé les fins de semaine de milliers de foyers français, lorsque le compte en banque était à sec, et que le jour de paye du vendredi semblait terriblement lointain. Les mères de famille se privaient souvent elles-mêmes pour que leurs enfants puissent en avoir un deuxième. La crise des années 70 avait rendu la viande rouge inaccessible, les œufs rares et l'essence hors de prix. Le sandwich de crise était ce que la classe ouvrière mangeait lorsque l'arithmétique domestique avait épuisé toutes ses options. C'est cette mémoire culinaire que l'industrie agroalimentaire a tenté d'effacer de nos esprits, en nous faisant croire que ces plats étaient indignes de nous, préférant nous vendre des préparations industrielles 3 fois plus chères pour la même valeur nutritionnelle. Pourtant, redécouvrir ces recettes aujourd'hui, à une époque où l'inflation nous pousse à nouveau dans nos retranchements économiques, est une formidable leçon d'autonomie. Ce n'est pas de la pauvreté intellectuelle, c'est de la stratégie de survie érigée au rang d'art de la table, pour intégrer efficacement cette philosophie de la ressource dans votre vie quotidienne et protéger votre budget sans sacrifier le plaisir d'être rassasié. Voici votre checklist compacte de la débrouille en cuisine. Choisissez toujours le bon support. Utilisez un pain de mie blanc premier prix ou une baguette de la veille dont la mie poreuse absorbera les éléments gras pour créer une texture fondante homogène. Respectez la règle du binôme d'équilibre. Associez systématiquement une matière grasse ou une charcuterie lourde à un marqueur d'acidité ou de piquant, comme la moutarde de Dijon ou les cornichons, pour réveiller les saveurs. Maîtrisez la prolongation des protéines. Incorporez de la chapelure de pain rassis et un œuf dans vos restes de viande hachée pour doubler le volume de vos garnitures à moindre coût. Privilégiez l'efficacité calorique brute. Réhabilitez les conserves de poisson bleu et les charcuteries économiques comme le saucisson d'ail, parfait pour des repas denses et rapides. Mon défi pour vous cette semaine est simple, préparez l'une de ces recettes chez vous.
Juste une. Faites griller une tranche épaisse de mortadelle à la poêle ou osez le sandwich aux sardines écrasées. Et venez me dire dans les commentaires si votre grand-mère agissait par simple nostalgie ou si elle détenait un savoir-faire précieux que notre génération a malheureusement oublié. Et surtout, dites-moi dans l'espace commentaire, quel était le repas de secours ou le goûter de la débrouille qui définissait votre enfance lorsque le réfrigérateur était vide? Étiez-vous plutôt de l'équipe pain-margarine-sucre après l'école ou avez-vous connu le sandwich de viande hachée de la semaine? Vos témoignages sont l'âme de cette communauté. Si vous avez aimé ce plongeon sans phare dans notre histoire domestique, cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez cet épisode avec ceux qui pensent encore que cuisiner avec 3 fois, rien est impossible. On se retrouve très vite pour décoder une nouvelle page de notre histoire alimentaire populaire.